Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, SGDSN. La conférence s'intitule Les nouvelles conditions de la paix et les défis de sécurité nationale. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour m'écouter parler effectivement des nouvelles conditions de la paix et des défis de la sécurité nationale. Tu as parlé du fait que j'étais préfet et c'est vrai que c'était intéressant et que je vis quotidiennement des choses intéressantes au SGDSN en apportant la vision au milieu des militaires, des diplomates, des ingénieurs, d'un préfet qui a en charge un certain nombre de sujets qui ont trait à la sécurité et dont certains, au demeurant, étaient déjà traités avant mon arrivée. Si je peux simplement dire quelques mots sur le SGDSN, parce que c'est une maison qui est finalement assez peu connue, qui, par principe, cultive la discrétion, mais qui, justement, doit travailler sur les enjeux de la sécurité nationale, de la paix, de la géopolitique. Et dans ce cadre-là, nous devons pouvoir proposer au président de la République, au Premier ministre, toute une série de solutions, de plans, d'organisation, d'éléments. Et donc, rappeler brièvement ces éléments, ce sera pour expliquer pourquoi Louis m'a invité, pour vous dire comment nous travaillons. Donc, nous sommes un service du Premier ministre, enfin de la Première ministre, et nous travaillons à la fois pour le chef du gouvernement et le chef de l'État, ce qui est un exercice tout en mesure, assez intéressant, et qui, par nature, va permettre à ces deux-là d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles en matière de défense et de sécurité nationale. Donc, qui se conjuguent, peuvent se conforter, parfois même peuvent se confronter, mais en tout état de cause, nous veillons à ce qu'il y ait une coordination parfaite de l'action de tous les ministères au service de la décision qui va être celle du président de la République après en avoir conféré avec la Première ministre. Et l'endroit où cette conférence se fait, ce sont les conseils de défense et de sécurité nationale qui ont beaucoup défrayé la chronique ces dernières années, qui rassemblent donc dans le bunker de l'Élysée, tu l'as connu, une dizaine de personnages, quelques ministres, les principaux, évidemment Affaires étrangères, les ministres régaliens, le ministre de l'économie et des finances, et puis le chef d'état-major des armées, le cas échéant des chefs de service de renseignement et des hauts fonctionnaires. Et quand je fais la comparaison du CDSN, pour essayer d'expliquer ça, ça me rappelle un peu le conseil de Charles V le Sage, où il faisait à la fois venir les grands du royaume, mais faisait également venir des fonctionnaires ou des collaborateurs qui apportaient leur contribution et apportaient leur raisonnement. Et un des attraits de ce Conseil de défense et de sécurité nationale, c'est que nous causons tous. Alors certes, je prends des notes puisque je suis en charge du secrétariat et donc je dois rédiger le compte-rendu et ensuite veiller à ce qu'il puisse être respecté, mais je suis amené à intervenir parfois sur des sujets qui me concernent et c'est ceux que je vais développer avec vous ce soir. Et puis le cas échéant aussi, avec la possibilité de donner mon avis sur des sujets qui sont ceux du ministre des Armées, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur, pour tout simplement donner mon avis d'expert, entre guillemets, et en tout cas un expert d'ancien préfet sur le terrain. Ça, c'est le côté, si je puis dire, le plus amusant du job, en tout cas le plus intéressant, parce que ça permet de voir effectivement les ministres, les hauts fonctionnaires, le chef d'état-major des armées plancher son collaborateur avec leurs notes et devoir répondre à un président de la République qui a lu le dossier dans le détail et qui est capable de poser des questions épineuses. On ne fait pas que ça, on s'assure aussi de la planification de sécurité nationale dans tous les domaines, on organise des exercices interministériels, on veille au respect du secret défense, sujet qui est toujours là aussi extrêmement complexe, on contrôle l'exportation des matériels de guerre, et par délégation du Premier ministre, c'est moi qui signe les autorisations d'export. Et à ce titre, nous suivons aussi les sujets de prolifération et de dissémination des armements. C'est dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, évidemment, nous sommes extrêmement attentifs à ce que nous cédons aux Ukrainiens,
au circuit que ça peut suivre et à la manière dont nos alliés, et parfois aussi nos compétiteurs, peuvent utiliser ce type de travail. Tu as parlé de Viginium, le nouveau service qui est en charge de détecter les manipulations de l'information. On l'a créé en faisant en quelque sorte le petit frère de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Ce sont deux services à compétence nationale, donc placés sous l'autorité du SGDSN, l'un qui est chargé d'assurer la protection contre les cyberattaques et l'autre qui est chargé d'assurer la protection contre ce que nous appelons en jargon juridique les ingérences numériques étrangères, c'est-à-dire les manipulations de l'information qui sont engagées par des États étrangers ou des organisations étrangères. On ne s'occupe pas des fake news qui peuvent circuler dans la vie politique française, parce que sinon on y perdrait beaucoup de notre énergie. Et puis par ailleurs, on considère que ça fait partie du travail des hommes politiques, des médias, de la justice. Et donc, ce n'est pas notre rôle. Nous essayons de détecter ce qui se passe à l'extérieur, de le caractériser et de pouvoir ainsi expliquer à nos concitoyens, non pas que telle news est fake, que telle nouvelle est fausse, mais simplement que les personnes avec qui ils sont en train de discuter et dont ils pourraient penser que ce sont des gens qui habitent à Carpentras, à Paris, à Lille ou ailleurs, sont en fait des gens qui sont des agents de service de renseignement installés dans une ferme à trolls à côté de Saint-Pétersbourg, en l'occurrence donc pas des agents de service de renseignement mais des mercenaires, ou des agents de service de renseignement qui sont installés dans un bureau bien connu du côté de Pékin. Et je pourrais vous citer aussi bien d'autres endroits, y compris d'ailleurs l'extrême droite américaine qui, depuis les années Trump, est devenue extrêmement prolifique dans ce domaine. Et puis, nous avons aussi un autre service qui est le service qui fournit l'ensemble du matériel pour les communications sécurisées du président de la République, des ministres, des hauts fonctionnaires, au niveau secret défense, ce qui est en principe supposé nous éviter d'avoir, je dis en principe parce que je suis toujours optimiste, mais qui doit nous éviter d'avoir des interceptions par des États partenaires ou des États adversaires. Et donc, évidemment, nous devons nous protéger des deux côtés. Donc tout ça, ça fait une maison qui a à peu près 1300 personnes, dont 600 pour l'ANSSI, parce qu'on a largement développé l'Agence nationale de lutte contre les cyberattaques, compte tenu justement de l'augmentation de ces cyberattaques, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous le voyez donc, nous sommes amenés à travailler aussi sur les sujets des relations internationales et donc sur les conditions de la paix. Et si je devais commencer par vous évoquer une première condition pour qu'il y ait la paix, j'aurais tendance à dire qu'il faut la vouloir. Et ce qui frappe dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, c'est que cette évidence n'a plus acquis la force qu'elle avait antérieurement, et elle en a même perdu depuis. Philippe Ariès soulignait que la vertu de l'histoire n'est pas celle de l'exemple. Pendant quelques années, pendant quelques décennies, on a réussi à faire un peu moins mal compte tenu des guerres que nous avions vécues au XXe siècle, avec les peuples qui ont payé directement ou indirectement le prix de 2 guerres mondiales, avec les horreurs de la Shoah en Europe, l'embrasement d'une bonne partie de l'Asie, et la fin du conflit, en tout cas en Asie, avec l'usage pour la première fois de l'arme atomique, et j'espère pour la dernière fois. C'était d'une certaine manière le plus jamais ça, enfin concrétisé. La suite, ça a été la guerre froide, une forme de maîtrise de la violence interétatique par la force de la dissuasion nucléaire, comme la crise des missiles à Cuba l'a démontré, et puis les traités de désarmement, ceux-là même qui aujourd'hui tombent les uns après les autres, ont été la traduction de cette volonté de maîtrise. Non pas évidemment que la guerre a disparu, mais la peur du conflit ouvert entre grandes puissances nucléaires a évité les embrasements. Elle a cependant alimenté les guerres par procuration, la Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, le Levant, la Libye, le Moyen-Orient, et malheureusement j'en passe, tout ça au détriment des peuples concernés, mais sans remettre en cause l'équilibre général. Et je parle bien d'équilibre général car, en fait, la violence est restée malgré tout omniprésente. Il faut bien le reconnaître, l'hyper-interventionnisme de l'Occident, au nom de ses valeurs, a fini par devenir déstabilisateur et a nourri les luttes d'influence. Le remplacement des motifs idéologiques par des motifs religieux a nourri le terrorisme islamiste et la création de califats, de nouveaux États, hors les frontières qui étaient auparavant acquises.
Et cette remise en question par le califat du principe d'avoir des frontières qui étaient acquises, reconnues par les traités, a déjà en soi constitué un premier tremblement de terre remettant en cause la paix. Et de tous ces conflits locaux, certains ont été soldés, d'autres ne le sont toujours pas. Je pense à l'Afghanistan, je pense aussi aux plus anciens, à la guerre de Corée, en m'interrogeant hélas sur ce que peut devenir la guerre en Ukraine dans ces conditions. Aujourd'hui donc, les leçons de cette dernière grande conflagration qui a été la Deuxième Guerre mondiale semblent oubliées, et l'équilibre général est chancelant. Les dirigeants de plus en plus de pays ressuscitent le nationalisme, envisagent la guerre à nouveau, comme disait Marx, la coucheuse de l'histoire. Ils n'excluent plus le recours à la force comme une solution à leurs problèmes internes ou comme un outil pour rééquilibrer un monde dans lequel ils veulent plus de place, plus de domination. Vous vous rappelez tous le discours de Vladimir Poutine à la conférence sur la sécurité de Munich en 2011, les discours de Xi Jinping en 2013 et encore lors du dernier congrès du Parti communiste en 2022. Mais je pourrais en citer bien d'autres, et de bien d'autres chefs d'État de puissance moyenne, dites régionales, qui tiennent aujourd'hui un peu le même discours et la même vision des choses. Aujourd'hui, pour ces dirigeants, le respect des frontières, le respect des traités, ça n'est plus la condition de la paix. Et le respect du droit est désormais souvent vu comme la défense et la prolongation d'une iniquité historique. Quant aux droits de l'homme, à la démocratie, à la séparation des pouvoirs, à la liberté individuelle et au respect des différences, bref, tout ce qui, d'une certaine manière, a légitimé la Deuxième Guerre mondiale, tout cela est aujourd'hui relativisé, voire remis en cause comme une forme de construction occidentaliste et donc néocoloniale. Et c'est peut-être aussi un peu de notre faute à force de les brandir à raison, mais aussi parfois à tort. Le constat est donc bien celui d'un grand bond en arrière, qui n'épargne d'ailleurs pas totalement nos sociétés avec la montée des populismes. Et sans doute, à travers certains discours populistes, devons-nous nous inquiéter de la vision qui pourrait exister chez certains. C'est en tout cas le constat que nous faisons du retour de la violence, de la dialectique entre les vieilles démocraties d'une part, les autocraties d'autre part, une violence qui est sacralisée, comme l'aurait dit Boutoul, au nom d'un but politique. Autrement dit, c'est le renouvellement d'un vieux clivage que la très provisoire fin de l'histoire des années 90 n'a pas résolu. Donc, où est la volonté de faire la paix ? Condition essentielle. Cette condition s'est malheureusement estompée très largement dans le monde. Or, parmi les premières conditions et les premiers défis de sécurité nationale auxquels sont confrontés les États pour garantir la paix, il y en a une sur laquelle je voudrais intervenir, qui a déjà été évoquée dans cette enceinte, mais sur laquelle je voudrais insister, c'est la démographie. Je vous concède que ce n'est pas nouveau, mais c'est un angle d'analyse des relations internationales qui revient en force parce que nous nous rendons compte effectivement que cet élément-là est devenu majeur, si tant est qu'à un moment ou un autre, il ait pu diminuer. C'est aussi une science qui, normalement, devrait permettre aux chefs d'État d'avoir une vision à long terme, de s'organiser, d'y faire face et de se préparer. La vérité oblige à dire que ça n'est pas le cas de tout le monde, et c'est même le cas de moins en moins de chefs d'État. C'est donc aussi un symptôme. Le symptôme de bonne ou mauvaise volonté des structures sociologiques d'un pays, le symptôme d'optimisme ou de pessimisme de la population, c'est aussi le symptôme de la vision des dirigeants à moyen et long terme pour leur peuple. C'est aussi le symptôme de l'intelligence de ces dirigeants par rapport à leur peuple. La citation bien connue de Jean Bodin au XVIe siècle « Il n'est de richesse que d'hommes » est une évidence que, de fait, beaucoup de dirigeants aujourd'hui négligent ou ne savent pas traiter. Une population en croissance est une condition fondamentale du dynamisme et de la grandeur d'une nation, mais aussi de sa place dans le concert des nations et d'une certaine sérénité dans le fonctionnement des nations. Sinon, il faut la compenser. La Troisième République a inventé le service militaire universel, donc égalitaire, en 1905,
Elle en a porté la durée à 3 ans en 1911 parce qu'elle s'est rendue compte que le Deuxième Reich était non seulement beaucoup plus peuplé que la France, mais encore en croissance beaucoup plus importante que la population française par rapport au niveau auquel nous étions l'un et l'autre en 1870. La vigueur démographique, c'est donc ce qui permet aussi la croissance des effectifs militaires, et j'y reviendrai. Donc ces exemples qui aujourd'hui commencent à être repris parce qu'on commence à voir des articles à travers les différents journaux sur la démographie russe, sur la démographie en Europe, sur la démographie japonaise, tous ces éléments-là sont extrêmement importants parce que, je crois, la bonne gestion de la démographie, c'est une condition de la paix car elle définit la puissance à court et à moyen terme d'un État et le stabilise. Et de fait, la mauvaise gestion de la démographie va entraîner inéluctablement des flux migratoires entre pays surpeuplés et d'autres en manque de main-d'œuvre du fait du vieillissement de leur population. C'est l'histoire de l'humanité. Elle peut donc aussi expliquer les désirs de conquête pour renforcer le poids de puissance. Et le conflit entre la Russie et l'Ukraine peut aussi être analysé sous cet angle. Quelle est la démographie de la Russie d'aujourd'hui ? En 1991, il y avait à peu près 149 millions de Russes, à effectif géographique identique. Aujourd'hui, en 2021, ils étaient 143,4 millions d'habitants. Chaque année, la Russie perd quelques centaines de milliers d'habitants, entre 0,2 et 0,5 de sa population. Et ce, malgré les efforts natalistes qui ont été engagés depuis des lustres, y compris par Poutine, très conscient du problème, efforts qui furent brièvement efficaces entre 2011 et 2017, sans compter l'annexion de la Crimée. L'indice de fécondité est à 1,5 et vous savez qu'il faut 2,1 enfants par femme en âge de procréer pour simplement renouveler les générations. Donc on a un premier problème de croissance démographique. Le second, évidemment, c'est l'épidémie de Covid, qui a sans doute emporté près d'1 million de Russes, certes probablement parmi les plus âgés et les plus fragiles, mais qui a là aussi entraîné un appauvrissement fort de la population. Si, entre guillemets, l'opération spéciale de Poutine avait réussi, il aurait pu raccrocher à la Russie 44 millions d'Ukrainiens, et avec les près de 10 millions de Biélorusses qui sont, comment dirais-je, sous orbite russe, la Grande Russie aurait frôlé les 200 millions d'habitants. Ce qui aurait été respectable en comparaison avec les 336 millions d'Américains et les 448 millions d'Européens, certes eux aussi en diminution, mais quand même avec une masse beaucoup plus puissante. Et de fait, l'échec de la guerre en Ukraine a entraîné l'exode de plusieurs centaines de milliers de Russes, on dit entre 500 000, 700 000, voire plus, selon les observateurs, qui sont parmi les plus éduqués et les plus jeunes. Elle a mis hors de combat et donc de capacité de faire des enfants environ 200 000 jeunes hommes tués ou blessés. Et le redressement démographique voulu par Poutine est donc loin de se réaliser, et il y a sans doute d'ailleurs un paradoxe entre cette volonté de repeupler la Russie et la manière de gérer les soldats sur le champ de bataille qui est pour le moins peu respectueuse des vies humaines. La démographie rend donc plus difficile les possibilités d'une victoire de la Russie et d'une conquête de l'Ukraine. On voit d'ailleurs les difficultés des Russes à mobiliser, notamment pour épargner les populations de Moscou et de Saint-Pétersbourg. On parle de 200 000 désertions. A contrario, la société ukrainienne, elle, se mobilise complètement pour résister à l'invasion. Et donc, si on en croit les axiomes de Clausewitz sur la force comparée de l'attaque et de la défense, avec un rapport de 1 à 3, on se rend compte que le rapport de 1 à 3 accru en plus par le moral des troupes. On se rend compte donc que la Russie ne dispose pas de la puissance humaine pour vaincre l'Ukraine, puis la dominer. Elle perd de la matière grise, elle perd donc de l'innovation, elle perd de l'avenir. Et la question va donc être de savoir comment la Russie intègre ces réalités démographiques dans son projet national, comment ces chiffres collent avec la vision qu'elle a d'elle-même aujourd'hui et surtout demain. Et je ne parle pas seulement de Poutine, je parle de l'ensemble de la population russe. Autrement dit, la question est bien celle de l'articulation du discours politique et de la vérité que les Russes vivent aujourd'hui et qu'ils vont vivre dans les prochaines décennies. De fait,
la Russie n'a plus aujourd'hui la population d'une nation majeure, dynamique, sûre d'elle-même. Elle n'a plus la population de la deuxième puissance nucléaire de la planète, de la troisième armée au monde, car elle vieillit. Et elle est déjà la 9e en termes de population, et elle va évidemment continuer à descendre dans le classement. Que peut faire Poutine dans ce genre de circonstances? Et c'est ce que nous nous posons régulièrement, y compris dans cette enceinte. Miser de plus en plus gros, sauf que le premier pari a été perdu, et qu'il a perdu la main par la même occasion. Le pari initial, c'était la sidération de l'Ukraine, de l'OTAN, de l'Union européenne, comme en 2014 lors de la conquête de Crimée, et donc envahir l'Ukraine sans coup férir grâce à la supériorité militaire russe affichée. Et Poutine s'est en fait trompé sur la réaction de ceux qu'il défiait. Du coup, les semaines et les mois suivants ont révélé les fragilités des armées russes, de l'organisation de l'État, que ses dirigeants avaient sous-estimées, peut-être même ignorées, mais en tout cas qu'ils n'arrivent aujourd'hui pas à corriger. Et si les contournements des embargos, si l'appel aux mercenaires peuvent sans doute retarder les résultats, ils ne permettront pas d'infléchir la situation. Peut-il se rapprocher de la Chine? Il en a besoin, comme on le voit encore aujourd'hui. Mais est-ce vraiment de l'intérêt d'une Russie à la population et au PIB qui sont 10 fois moindres respectivement que ceux de la Chine, de se rapprocher de la Chine? Et poser la question d'une certaine manière, c'est y répondre, c'est admettre effectivement que si la Russie se rapproche trop de la Chine, elle en deviendra une forme de satellite. Que va-t-il faire? Donc chercher un compromis, ce serait raisonnable, mais Poutine a démontré que ses décisions ne sont plus rationnelles. Nous restons donc dans l'incertitude sur l'issue des combats à court terme, mais à moyen et long terme, la perdante sera certainement une Russie en déclin démographique, économique et militaire, et c'est une leçon sans doute à partager par bien nombre d'autres pays. Parce qu'en effet, au-delà de la Russie, que nous enseigne la démographie par rapport aux conditions de la paix? L'Europe perd de la population, l'Afrique croît à grande vitesse, l'Inde aussi. La population chinoise vieillit, stagne, voire régresse. Au sein des pays du Golfe, le déséquilibre s'accroît entre les nationaux qui tiennent le pouvoir et le gros des résidents d'origine étrangère et sans beaucoup de droits. Aux États-Unis, le modèle historique de l'américain white anglo-saxon protestante, le WASP, est peu à peu remplacé par le latino-catholique, voire par l'américain d'origine asiatique. Donc le WASP, j'allais dire tel le Pashtun afghan, n'est désormais que le principal minoritaire et plus du tout le représentant d'un archétype démographiquement et donc sociologiquement dominant aux États-Unis. Or, en même temps que ces évolutions démographiques interviennent, nous faisons face à des défis inédits. Alors, inédits, pas pour l'augmentation de la population de la planète. De fait, elle continue toujours à augmenter. 7 milliards en 2010, 8,5 milliards estimés en 2040, 10,3 en 2100. Même si elle se stabilise, le problème reste quand même posé, effectivement, de cette évolution démographique. Et alors que nous sommes confrontés à une accélération et une dramatisation des effets du réchauffement climatique qui est considérable. De plus en plus de pays sont touchés, tous les pays, toute leur agriculture, mais surtout ceux dont la population augmente. Et avec un problème alimentaire pour l'ensemble de ces populations et de ces peuples qui va nous poser problème. Donc des mouvements de population vers les pays plus tempérés et moins densément peuplés qui ont déjà débuté et qui vont donc naturellement s'accélérer. Et donc, parmi les nouvelles conditions de la paix et des enjeux de sécurité nationale, il y a la nécessité de reconstruire des politiques de démographie, de reconstruire des politiques de développement, de reconstruire des politiques migratoires pensées, acceptées, subies, indispensables, mais sur lesquelles il faut que nous puissions avoir une réelle influence tous ensemble. Les chocs tels que la politique de l'enfant unique en Chine ne marchent pas. Donc, il faut repenser en coopération internationale l'ensemble de ces politiques. Et dans toutes les régions du monde qui sont aujourd'hui le théâtre de compétitions stratégiques. Qui peut le faire? En principe, l'ONU. Mais on voit bien effectivement que l'ONU a de plus en plus de difficultés à réguler les espaces communs, à apaiser les conflits, à obtenir ou à faire obtenir des résultats dans les conférences sur le climat, l'environnement.
Et même si des accords sur l'alimentation récemment ont été obtenus, on sent bien effectivement qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce domaine. Et puis l'insuffisance des politiques internationales pour le développement des pays pauvres, la protection de l'enfance, la protection de la femme, sont indiscutablement des sujets qui vont nous amener à nous interroger sur la capacité de l'ONU à faire face à tout cela. Et donc, j'ai tendance à penser que l'Europe peut avoir un rôle à jouer dans cette entreprise. D'autant plus que la principale puissance mondiale, les États-Unis, est désormais contestée. Elle a donné pour la première fois le sentiment de rencontrer ses limites depuis une vingtaine d'années. D'abord, peut-être des limites politiques internes. Le mandat de Donald Trump a été un mandat d'effarement, d'inquiétude, et en tout cas de déstabilisation totale des relations internationales. Biden a redressé la barre. Il n'en demeure pas moins que, quels que soient les gouvernements américains solides ou moins solides, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, tous ces États dans lesquels les États-Unis se sont investis pour essayer de ramener la Pax Americana, tous ces États sont aujourd'hui encore en difficulté. Et donc là aussi, l'Europe a sans doute un rôle à jouer parce qu'en face de la puissance économique chinoise, des puissances régionales expansionnistes, elle dispose du poids pour se poser en partenaire ou en compétiteur crédible. Et pour terminer sur ce point, si on peut évidemment dire que la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est le drame géopolitique du moment, l'apogée d'une décennie de tensions latentes ou explicites en Europe, c'est sans doute pas en Europe que se jouera la grande tectonique des plaques du XXIe siècle et la paix mondiale. En Asie, avec la question de l'appétit de la Chine pour Taïwan, sa volonté de contrôler les espaces maritimes de ses voisins. En Afrique, les déstabilisations profondes des États, l'impact des bouleversements climatiques, les évolutions et les guerres sur fondements religieux ou tribaux, ce seront les grands enjeux des prochaines années. Et les grands mouvements à venir se joueront vraisemblablement au sein de ces peuples en mouvement en Afrique et en Asie. Il va de soi que nous en sentirons les effets. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, nous commençons à en sentir ces effets à travers un certain nombre de défis de sécurité nationale qui nous concernent. En faisant la liste de tous les défis de sécurité nationale, je me suis rendu compte que je pourrais vous faire une conférence qui durerait très très longtemps. Mais vraiment très très longtemps. Parce que y a ceux qu'on connaît, ceux qui arrivent, ceux qui s'empilent, ceux qui s'additionnent, ceux qui se conjuguent, qui mutent, qui disparaissent. Je vais me permettre d'insister sur quelques-uns qui nous préoccupent plus directement au sein du SGDSN et qui, pour moi, restent évidemment majeurs. D'abord, la menace terroriste. Elle est au moins aussi présente aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'apogée de Daesh et de l'État islamiste. Elle n'a pas disparu. Si l'envoi de commandos tels que nous les avons subis en 2015 notamment, et tu en sais quelque chose, Louis, est moins possible, aujourd'hui, grâce au succès de nos coalitions, les organisations terroristes n'ont pas renoncé à en constituer. Et toute la conflictualité qui peut exister à travers certains pays peut être le prétexte à reconstituer de tels commandos. La propagande sur les réseaux sociaux suscite chaque jour des adeptes à l'intérieur de nos sociétés prêts à passer à l'acte. Et par ailleurs, il nous faut gérer les returnees, les revenants de Syrie, du Levant, dont certains, y compris des femmes et des enfants, ne sont pas déradicalisés, peuvent être dangereux. C'est notre devoir de les récupérer, c'est notre devoir de les prendre en compte et d'essayer de les ramener à un mode de fonctionnement qui leur assure paix, éducation et insertion, mais nous devons aussi être conscients que pour une petite partie d'entre eux, ce sera un exercice extrêmement difficile. De la même manière qu'il nous faut surveiller de près les sortants de prison, peine accomplie, qu'ils se soient radicalisés en détention ou dans les pays en guerre et qui dissimulent leurs intentions. C'est dire que nos dispositifs de prévention et de contrôle ne sont pas démontés, bien au contraire, et que nous surveillons qui, à l'étranger, peut les actionner. La lutte contre le terrorisme est donc simplement installée dans le temps long et mobilise des moyens importants et au long cours. Parmi les autres défis de sécurité nationale sur lesquels le SGDSN travaille, il y a ceux que l'on définit comme les menaces hybrides ou les champs dits immatériels.
c'est-à-dire les menaces et les actions qui sont menées en dessous du seuil de conflictualité et donc qui risquent, qui ont pour objectif d'ailleurs de déstabiliser notre État, notre économie, notre société, mais sans que l'on puisse clairement imputer à un État la responsabilité et en tirer les conséquences sur le plan diplomatique ou sur le plan militaire. Il y a d'abord le champ des médias, celui des réseaux sociaux, des plateformes numériques, qui sont de plus en plus soumis aux opérations d'organes de propagande et de désinformation. Je vous en ai parlé. Elles menacent le débat d'opinion, voire la sincérité de nos scrutins à force de fake news. Le champ du cyberespace, là aussi, Internet est devenu un outil indispensable de nos économies, de nos sociétés, de nos organisations, de nos institutions. Mais nous en sommes devenus quasiment totalement dépendants. Et lorsque Internet est en proie à une criminalité dévorante, ruineuse pour les entreprises comme pour les particuliers, lorsque Internet devient un champ de bataille pour des attaques étatiques d'espionnage et de sabotage, nous devons évidemment nous mettre en position de pouvoir réagir face à cela. Le troisième champ qui nous préoccupe, c'est celui du droit. L'utilisation du droit comme une arme de domination. L'extraterritorialité des lois, qui est instaurée par certaines puissances. Cela va de la réglementation ITAR pour les exportations de composants américains dans les produits qui sont vendus et fabriqués par nos pays. Même chose pour la réglementation EAR qui concerne les biens à double usage. Vous avez le Cloud Act qui permet effectivement aux services de renseignement américains de plonger dans les réserves de données qui sont installées aux États-Unis. Vous avez donc toute une série de règles qui existent ainsi, et la Chine les recopie, j'allais presque dire mot pour mot, en les traduisant, mais nous nous retrouvons dans une situation comme celle-là. Vous avez l'édiction de normes qui s'appliquent à tous. Et le grand enjeu international est de savoir quelles sont les normes aujourd'hui qui peuvent s'appliquer dans l'espace, dans le cyber, dans un certain nombre d'activités, dans l'environnement, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des règles et que ces règles soient ensuite respectées par tous. Mais si ces règles sont imposées par certaines puissances, évidemment, elles auront intérêt à privilégier les intérêts de leurs entreprises ou les intérêts de leur État. Et donc, nous devons être en position de pouvoir faire balance par rapport à cela et aboutir à un droit qui soit équilibré. Il y a la pénalisation des relations commerciales, qui est aussi un facteur extrêmement important. On peut considérer que c'est un progrès, devoir rendre compte devant la justice des actions que l'on a pu mener, des ventes d'armes que l'on a pu faire à tel pays, de l'utilisation qu'on a pu faire de tels produits, de tel matériel de surveillance. Mais en même temps, force est de se rendre compte que certains utilisent aussi ce dispositif pour essayer de bloquer l'activité de tel ou tel pays, de bloquer ses dirigeants et de bloquer telle ou telle action. Donc là aussi, nous avons une évolution de la pénalisation sur laquelle le droit anglo-saxon est très fort, le droit européen ou le droit latin beaucoup plus faible. Et pour le coup, donc, c'est à l'Europe à construire son droit, à résister à ces pressions en jouant sur le poids de son économie. Je peux vous rassurer, sur ce point-là, elle fait également pas mal de choses. Le RGPD, et le Règlement général de protection des données, est un outil extrêmement important. Le Règlement général de protection des données va ainsi nous permettre de dépendre pour l'ensemble des données qui seront utilisées pour les Jeux Olympiques de 2024, les données sensibles, d'un serveur qui sera installé en France, qui sera donc par une société française, et non pas par la société chinoise qui avait, par décision du Comité international olympique, le monopole de l'utilisation de ces données. Donc nous avons réussi, sous cet angle-là, à corriger un peu les choses. Les directives sur la protection de l'environnement, sur les pratiques des opérateurs de réseaux sociaux, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer, sur lesquelles, là aussi, en termes de souveraineté, de sécurité nationale, nous sommes en train de bien avancer. Quatrième champ, le champ de la sécurité économique. Il s'agit de la prédation de notre patrimoine scientifique et technique au profit d'autres pays, que cette prédation soit organisée par des entreprises ou des États. Ça peut être le coup de bourse qui fait tomber telle entreprise pour pouvoir la racheter à bas prix. Ça peut être le pillage de nos laboratoires, l'espionnage industriel. Et évidemment, la recherche est au premier plan sur tous ces sujets. Le calcul quantique, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, je serais incapable de vous expliquer ce qu'est le calcul quantique, et pourtant on me l'a expliqué plusieurs fois, mais c'est extrêmement important pour savoir comment crypter ou comment décrypter tout un ensemble de données.
Et nous sommes plutôt bons en France dans ce domaine, sur ce sujet. Et je peux vous dire que tous les jours, je reçois des informations sur des entreprises, des acteurs internationaux qui essaient de débaucher nos chercheurs, de racheter nos entreprises, de les pomper, si je puis dire, pour ramener des éléments là-dessus. Et donc là aussi, nous travaillons avec le ministère de l'Économie et des Finances pour les entreprises, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, non seulement pour aider nos pépites à investir, et parfois nous leur demandons même comme condition que quand même elles soient un peu plus vigilantes sur leur protection, mais donc aussi à se protéger. Et franchement, le mot immatériel dans ce domaine, c'est énorme. Si je reviens un instant sur les fake news, le Sahel, où nous avons fait l'objet d'attaques considérables par Alexis Prigojine, qui a abouti à ce que, au-delà des erreurs que nous avons pu commettre par le passé, nous nous sommes fait enfoncer sur le plan de l'influence et de l'information. Les élections américaines avec l'invasion du Capitole à Washington, le référendum sur le Brexit avec les manœuvres de Cambridge Analytica. Et Louis s'en souvient très bien, en 2017, il avait amené l'ANSSI à travailler sur la protection des attaques cyber, et c'est ce qui avait permis de déceler ce qu'on avait appelé à l'époque les Macron Leaks. Et donc, depuis, nous avons repris, amplifié ce dispositif en 2022, sous l'égide du Conseil constitutionnel, comme tu l'avais fait, de la Commission nationale de contrôle de la campagne et de l'ARCOM, pour vérifier que pendant la campagne pour les élections présidentielles, puis pour les élections législatives, il n'y avait pas de manipulation de l'information en provenance de l'étranger qui puisse remettre en cause la sincérité du scrutin. Et Viginum, qui a été créé également pour veiller, détecter et caractériser ces manipulations de l'information, allait dans le même sens, tout ceci avec des textes, des décrets qui sont passés devant le Conseil d'État, de façon que nous puissions rendre compte scrupuleusement et en toute transparence des actions menées sur ce sujet. Pour finir sur ce point, la meilleure protection que nous avons, c'est la transparence et l'affichage de la vérité. Dire aux gens que ceci est une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle, ça ne marche pas. Leur expliquer comment la nouvelle a été construite, comment elle est diffusée, comment elle circule, par qui elle passe, ce sont des éléments qui sont importants. Lorsque, après l'assassinat de Samuel Paty, nous avons eu toute une série d'attaques en islamophobie, le président de la République nous avait demandé de regarder d'où ça venait. Et on s'était rendu compte, effectivement, que cela venait en partie de la Turquie, et même d'une bonne partie de la Turquie, ce qui nous avait amené donc à le dire, à le contester et à amener la fin de ces attaques. Et donc, nous essayons bien sûr de poursuivre dans tous ces domaines. Nous essayons aussi de poursuivre en matière de régulation, de droit, pour faire en sorte que ce soit moins le Far West dans ces domaines, que ce soit en droit national ou que ce soit en droit européen. Et nous avons beaucoup travaillé avec les instances européennes pour rédiger des directives qui, en matière de cybersécurité, vont nous permettre d'accroître aussi la pression sur l'ensemble des opérateurs. Nous avons ainsi considéré qu'un opérateur qui a la connaissance d'une vulnérabilité dans son dispositif, mais qui, pour des raisons commerciales, ne la signale pas à ses clients, est en faute. De la même manière qu'un fabricant de véhicules qui aurait une faille dans son système de frein et qui ne l'annonce pas à ses clients serait en faute. Et donc, nous sommes en train de préparer, pour la prochaine loi de programmation militaire, des articles qui vont imposer à ces opérateurs de rendre compte à l'ANSSI, qui est l'opérateur national, l'autorité nationale en matière de cybersécurité, sur les actions qu'ils peuvent mener. J'ai beaucoup insisté sur la cybersécurité et la manipulation de l'information, mais il y a plein d'autres nouveaux espaces sur lesquels, là aussi, nous devons être vigilants. L'espace exostratosphérique des satellites. Là aussi, c'est le Far West, les satellites. On en lance autant qu'on peut, autant qu'on veut, jusqu'à un certain niveau. On peut les détruire comme on veut, ce qui aboutit à ce que des déchets, les débris, et ça se dit la même chose en anglais d'ailleurs, peuvent aboutir à la destruction d'autres satellites. Et nous l'avons vu au début de la guerre en Ukraine, l'utilisation de dispositifs pour aveugler des satellites et donc permettre de passer à l'action, ce sont des actions qui sont de plus en plus répandues. À nous de nous y protéger. Alors on peut le faire en multipliant les satellites, et les satellites en basse couche correspondent aussi à cet objectif, mais il faudrait aussi pouvoir travailler sur un sujet de droit
Et là, en l'occurrence, à l'ONU, nous sommes entre le système que nous, Occidentaux, essayons de proposer, le système que la Russie essaie de proposer. Inutile de dire que nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la vision des choses et sur l'ampleur du sujet. Mais je parle des satellites, je pourrais parler aussi des grands fonds marins, où passent les câbles sous-marins, les oléoducs, où les nodules polymétalliques aujourd'hui se retrouvent. Or, les grands fonds marins, il n'y a pas de droit. En dessous d'une certaine surface, vous faites ce que vous voulez et de toute façon, comme personne ne le voit, il y a largement possibilité d'agir. Donc nous essayons de nous équiper en matériel qui puisse descendre à 6000 mètres de profondeur et puis nous essayons là aussi d'organiser la redondance pour les câbles Internet de façon que si jamais il y en a un qui est coupé, on puisse passer par ailleurs. Et puis nous essayons de faire en sorte également qu'il puisse y avoir une forme de régulation au niveau international et une législation qui puisse à un moment ou un autre arriver, et ce sera la même chose pour les nodules polymétalliques. Vous voyez, là aussi, nous avons beaucoup d'actions à mener, en collaboration avec nos partenaires européens, il y va bien de notre sécurité nationale. L'autre défi de sécurité nationale sur lequel nous essayons de travailler, c'est les crises. Et donc, la capacité à nous préparer aux crises grâce à l'anticipation et à pouvoir y faire face. C'est ce qu'on appelle la capacité de résilience. Donc, le fait de pouvoir surmonter le choc initial, se mettre en ordre de marche pour y résister, avoir aussi la force morale pour le faire, et donc la participation, l'acceptation et même plus encore la volonté de la population de s'y associer. Or, c'est quelque chose que nous avons redécouvert ces dernières années parce qu'en fait, on avait eu peu de crises systémiques générales jusqu'à la crise du Covid. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'aucune organisation humaine n'est résiliente par nature, tout simplement parce que la résilience, ça nécessite des précautions, ça nécessite du stockage, ça nécessite la constitution de réserves, bref, toute une série de choses qui, dans les comptes d'amortissement, pèsent lourd et donc sont coûteuses. Et par ailleurs, d'autant plus coûteuse que c'est supposé ne pas servir, jusqu'à ce que ça serve. Et donc nous nous sommes lancés, depuis la crise du Covid, et avec la leçon de la guerre en Ukraine, dans tout un travail de réflexion sur la résilience, de façon à pouvoir faire face à des crises de périmètre, de durée, qui ont largement changé depuis les temps. Aujourd'hui, une crise n'est plus seulement sanitaire, elle n'est plus seulement environnementale, elle n'est plus seulement sécuritaire ou militaire, elle n'est plus concentrée sur un seul espace, elle peut devenir aujourd'hui à très large espace. Et dans ce domaine, l'impact sur la sécurité publique, sur l'éducation, sur la gestion des marchés, y compris les marchés à proximité de chez vous, l'ouverture partielle des commerces dits essentiels, l'organisation du travail. Pendant la crise du Covid, on a réinventé tout ça. On a réappris à travailler sur tout ça. Et on s'est rendu compte pendant la crise du Covid qu'il n'y avait pas seulement que l'État, les administrations. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi les administrations communales et départementales. Il nous a fallu un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les entreprises, qu'il y avait aussi les militaires. Et au vu de l'autre crise que nous voyons aujourd'hui sur notre continent, la crise mêle aussi toutes les dimensions civiles et militaires. Et le continuum de situations de crise possibles, la recherche de la préservation de nos intérêts fondamentaux, c'est tout ceci qui nous a amené à rédiger au SDSN une stratégie nationale de résilience qui, au début, vaut pour l'État, pour lui apprendre à mettre en œuvre des plans de continuité d'activité, pour mettre en place des réserves, apprendre à des gens à pouvoir tenir un PC de sécurité au-delà des 15 premiers jours, qui nous permet également de travailler donc avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec les particuliers, pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils peuvent contribuer à la solidarité. Et vous savez que ces temps-ci, il y a un exercice Orion organisé par les militaires. Nous aurons une troisième phase de cet exercice Orion à la fin du mois, dans lequel nous serons amenés à faire participer sur un exercice sur table, pas sur le terrain, mais l'ensemble des acteurs, non seulement militaires, mais aussi les civils, et donc voir comment les armées peuvent nous aider en cas de trouble sur le territoire et comment nous pouvons aider les armées à avoir la logistique, les moyens, les effectifs nécessaires pour faire face à la crise.
Ça rejoint un peu la concrétisation du thème d'économie de guerre que vous avez beaucoup entendu par le passé. Ça nous amène aussi à nous poser la question du droit. Pendant que j'étais au ministère de l'Intérieur pendant la crise du Covid, tous les dimanches soirs, il y avait un rituel, c'est-à-dire que je remontais à mon ministre vers 23h minuit un décret modifiant les décrets sur l'état d'urgence sanitaire, prenant en compte l'ensemble des corrections qui avaient été nécessaires depuis le précédent décret du dimanche précédent. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait ratées, y compris des erreurs juridiques bancales mais classiques. Juste pour vous donner un exemple, vous vous souvenez qu'il était interdit d'avoir des rassemblements de plus de 10 personnes à l'extérieur. Mais qu'en revanche, lorsque vous aviez des obsèques, vous pouviez vous retrouver à l'intérieur d'un lieu de culte à 20. Sauf que les agnostiques, les juifs, les musulmans n'enterrent pas leurs proches à l'intérieur des lieux de culte. Ils les enterrent à l'extérieur. Nous nous trouvions donc avec un problème juridique que les cultes nous ont rappelé, à savoir que les cultes qui avaient un temple avaient droit à 20 personnes et les cultes qui n'avaient pas de temple avaient droit à 10 personnes. Et il fallait corriger le droit. Alors, je vous avoue que je me suis contenté d'un télégramme au préfet en leur disant « vous laisserez tout le monde à 20 personnes parce qu'on va essayer de s'en sortir ». Mais c'est l'exemple type d'un droit que nous avons pour du temps de paix qui n'arrive pas à fonctionner en temps de crise et sur lequel il faut perpétuellement réinventer des éléments. Et donc, un des grands enjeux de notre stratégie, c'est de réfléchir à un droit de crise à froid, un droit qui va nous permettre d'être proportionné aux libertés individuelles, aux libertés publiques, qui va prendre en compte un certain nombre d'éléments, d'efficacité, d'opérationnalité, et qui, au vu des expériences que nous avons vécues, permettra d'avoir ce cadre et qui va nous permettre de travailler plus rapidement et de réagir plus rapidement. On l'a fait, non sans mal, avec beaucoup de difficultés, et je suis sûr que vous aurez encore en tête les réglementations qui, pour les marchés, concernaient certes le marché d'Aligre à Paris, mais pour Saint-Sulpice-les-Feuilles, dans la Creuse, c'était un peu moins évident. Donc tout le monde se concentrait dans la supérette de Saint-Sulpice-les-Feuilles, alors que le marché qui était à côté, qui était en plein air, et il faut bien le reconnaître, avec une fréquentation moindre que le marché d'Aligre, lui était fermé. Donc, on essaie et on va essayer de trouver des solutions sur l'ensemble de ces domaines. Donc, utiliser des outils juridiques distincts, préparés, cadrés, vérifiés avec le juge administratif pour que tout ceci se passe bien, mais qui nous permettent de pouvoir agir, fonctionner. Et ce n'est pas seulement un sujet technique, c'est aussi un sujet d'adhésion de la population et de compréhension de la population. Si la population n'adhère pas, si celle-ci n'accepte pas les contraintes qui ont pu être présentées parce qu'elle les considère injustes, ça ne marchera pas. Et donc, nous devons aussi prendre en compte cette souplesse nécessaire, et nous le faisons aussi au niveau européen, même au niveau européen, alors que le grand dogme du libéralisme qui existait par le passé est demeuré prédominant pendant très longtemps, la crise du Covid et ce que nous vivons aujourd'hui amène là aussi l'Europe à considérer que, en termes de libéralisme, de temps en temps, le droit de la commande publique, l'ouverture des marchés à l'extérieur, la possibilité de faire rentrer tel ou tel, va être contradictoire avec la nécessité de pouvoir disposer de stocks sur le territoire européen, d'entreprises qui vont pouvoir produire des vaccins, des produits de santé, mais également des produits alimentaires, des produits chimiques qui seront nécessaires à notre vie quotidienne. Dernier défi, et je ne veux pas être trop long pour me livrer à vos questions, c'est celui de l'influence, de la conviction et même de la raison. On est confronté à une forme d'obsolescence du droit, mais aussi à une confrontation de valeurs sur lesquelles il faut que nous puissions être en état de réagir. Quoi qu'on en dise, et je reviens à ce que je disais au début de mon propos, il y a bien deux visions du monde qui sont en train de se mettre en place et de se radicaliser. La remise en cause par quelques régimes autoritaristes, et qui ne sont pas seulement quelques grandes puissances nucléaires, du bien fondé, d'une approche fondée sur le primat de la démocratie et du droit. Tocqueville le disait, jamais les démocraties ne se font la guerre entre elles. Et c'est vrai.
Mais de fait, les démocraties peuvent subir des conflits de la part d'autocraties, et l'histoire nous le rappelle. Et donc, lorsque des États n'hésitent pas à affirmer la supériorité de l'autoritarisme, vanté comme plus efficace que la démocratie, lorsqu'ils contestent notre modèle porté par les libertés, les droits de la personne, modèle qu'ils dénoncent abusivement comme néocolonialiste et inadapté au nouveau monde, lorsqu'ils reviennent à proclamer que des peuples finalement doivent élire leurs dirigeants selon le modèle et le système voulu par le chef et par personne d'autre, lorsqu'ils contestent le droit de leur minorité à s'exprimer, voire à exister, c'est tout aussi recevable, aussi insupportable et aussi dangereux qu'hier. Et les manifestations dans plusieurs de ces pays, comme l'Iran, hélas durement réprimées, le montrent toujours. Et de fait, ces discours masquent très souvent soit une volonté de prédation, soit une volonté de maquiller de mauvais résultats à l'intérieur de leur pays en allant chercher des prétextes à l'extérieur. C'est tout le discours de The West Against the Rest qui a été inventé il y a quelques mois sur ce sujet et contre lequel il faut que nous puissions lutter. Non pas que The West a toujours raison, tant s'en faut, mais il n'a pas non plus toujours tort. Et nous ne pouvons pas non plus nous laisser persécuter ou sermonner par des gens qui envahissent leurs voisins, persécutent leurs minorités, assassinent leurs opposants et pillent leur propre pays. Dans ce domaine, la France a une position qui est claire. Elle se veut alliée, mais non alignée. Et lorsque nous discutons avec un certain nombre d'États, avec un peu plus d'humilité d'ailleurs que nous avons pu le faire par le passé, notre principe, ce n'est pas de dire que nous faisons partie d'un camp. Nous faisons partie, nous avons certes des alliés, nous les soutenons, mais nous essayons de jouer un rôle d'équilibre, modérateur. C'était les fameux équilibres avec un S qui figuraient dans la Revue nationale de sécurité. Et cela suppose donc effectivement que nous puissions arriver à convaincre que nos vieux peuples, qui se sont construits de longue date dans les douleurs des guerres, aspirent aujourd'hui à la paix universelle, et simplement parce que c'est indispensable pour le bon fonctionnement de notre planète, pour faire face à l'ensemble des enjeux auxquels elle est confrontée. C'est donc bien la promotion d'un modèle universel, humaniste, fondé sur le droit et sur des règles que nous devons entreprendre. Je finirai avec une citation que j'aime bien. La marque de la vitalité, ce n'est pas de durer, c'est de renaître, c'est Charles Gide. Et on y travaille. Je vous remercie.